Combien de secrets peut contenir un seul instant figé dans le temps? Combien de vies non vécues, de promesses rompues et de destins scellés se cachent derrière un sourire figé par le flash d'un photographe? Nous regardons ces visages du passé et nous y voyons des fantômes, des histoires closes. Mais parfois, une image refuse de se taire. C'est le cas de celle-ci. Une photographie de mariage, prise un jour de mars froid, mais ensoleillé à Paris, en 1904. Au centre, Cécile, la mariée, rayonne d'une beauté presque douloureuse dans sa robe de satin lourd et de dentelle. Elle est l'image même de l'innocence et du bonheur. À ses côtés, son nouveau mari, Bastien, un homme solide, un peu plus âgé, dont le regard trahit la fierté et peut-être un peu de soulagement. Et juste derrière lui, le témoin, Julien, charismatique, le sourire facile, l'œil brillant. Il semble être le parfait ami, le soutien loyal. C'est une scène de prospérité, de futur assuré, un instant capturé de la belle époque. Mais ce n'est pas elle, la mariée, ni lui, le témoin magnétique qui est au cœur de notre histoire. Regardez plus attentivement. Loin, dans l'ombre de l'embrasure de la porte menant au grand salon, se tient une silhouette. Elle est floue, presque effacée, comme si l'objectif avait jugé sa présence insignifiante. C'est une jeune femme, vêtue de l'uniforme sombre et austère d'une domestique. Ses mains sont jointes devant elle, peut-être tordues par la nervosité. Son visage est une tache pâle, mais si l'on pouvait zoomer, si l'on pouvait percer le grain de cette image centenaire, on y verrait une angoisse terrible. Son nom est Élise. Elle est la femme de chambre de Cécile. Et à cet instant précis, alors que le magnésium éclate et immortalise la scène, Élise est la seule personne dans cette pièce qui connaît la vérité. Elle seule sait que le sourire radieux de sa maîtresse est un masque. Elle seule sait que le regard confiant du témoin, Julien, est celui d'un prédateur qui vient de réussir son coup. Car Élise sait que l'anneau que Bastien vient de passer au doigt de Cécile n'est pas le seul. Il y en a un autre. Un anneau que Julien, le témoin, a donné à Cécile des semaines auparavant. Un anneau qu'elle porte à cet instant même, suspendu à une fine chaîne sous les couches de sa robe de mariée. Élise le sait, parce que c'est elle qui a caché la chaîne. C'est elle qui a brûlé les lettres. C'est elle qui est la gardienne de ce secret, qui va tout détruire. L'histoire de cette photographie n'est pas celle d'un mariage heureux. C'est l'histoire du silence d'Élise et du prix qu'elle a dû payer pour lui. Si vous croyez que chaque vie, même la plus silencieuse, mérite d'être racontée, si vous pensez que les véritables leçons de l'histoire ne se trouvent pas dans les grands titres mais dans les murmures des invisibles, alors vous êtes au bon endroit. Notre mission ici est de donner la parole à ceux que le temps a tenté d'effacer. Aidez-nous dans cette mission. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo et activez la cloche pour ne jamais manquer un voyage dans ces mémoires oubliées. Pour comprendre le poids du secret d'Élise, il faut comprendre le monde dans lequel elle vivait. Paris, 1904. La belle époque. C'était une période de contradictions éblouissantes. L'exposition universelle avait laissé derrière elle le Grand Palais, le Petit Palais et le pont Alexandre III, des monuments à l'optimisme d'un siècle nouveau. L'électricité commençait à illuminer les grands boulevards. Les premiers automobiles tout sautaient sur les pavés, défiant les fiacres. On parlait d'art nouveau, de progrès, de science. Mais ce Paris de lumière était construit sur un Paris d'ombre. Pour chaque hôtel particulier somptueux du 8e arrondissement, comme celui où vivait Cécile, il y avait des mansardes glaciales sous les toits, les chambres de bonne, où des jeunes femmes comme Élise s'entassaient. Élise venait d'Auvergne, envoyée à Paris à 15 ans pour se placer. Elle avait maintenant 20 ans. Son monde n'était pas celui des cafés chantants ou des galeries d'art. Son monde était un univers parallèle de 6 étages à monter par l'escalier de service, de seaux de charbon à porter avant l'aube, de taches d'encre à frotter sur des blouses délicates, d'eau chaude à monter dans de lourds brocs de cuivre. Elle était invisible, une paire de mains, une ombre qui glissait dans les couloirs pour vider les pots de chambre, repriser les draps et écouter, surtout écouter. Les domestiques étaient dans les fantômes dans la machine de la haute bourgeoisie. Ils entendaient tout, les disputes financières, les arrangements matrimoniaux, les liaisons adultères. Ils savaient où étaient les clés, quand le mari rentrait et qui écrivait à qui. Mais la règle d'or était le silence. Un mot déplacé, et c'était la rue, sans référence, ce qui signifiait la fin ou pire. La relation entre Élise et Cécile était complexe. Cécile, à peine plus jeune qu'Élise, avait grandi dans une cage dorée. Éduquée pour être une épouse, un ornement, elle était, à sa manière, aussi peu libre qu'Élise. Elle traitait Élise avec une sorte de familiarité capricieuse. Un jour, elle lui offrait un ruban usagé. Le lendemain, elle hurlait parce qu'un corset était trop serré. Élise, elle, observait sa maîtresse avec un mélange de pitié et d'envie. Cécile avait tout, et pourtant, elle semblait perpétuellement insatisfaite. Le mariage avec Bastien était un arrangement. Il était riche, d'une famille respectable. Il n'était pas cruel, mais il était terne. Cécile n'avait pas eu le choix. Et puis, 3 mois avant le mariage, Julien était entré en scène.
Il était le témoin désigné de Bastien, un ami d'enfance issu d'une aristocratie ancienne, mais désargentée. Il avait le charme que Bastien n'avait pas. Il avait cette façon de regarder Cécile, et même Élise, comme s'il voyait vraiment la femme derrière le rôle social. Du moins, c'est ce qu'il leur faisait croire. Le flirt a commencé sous le couvert de l'amitié, des regards échangés lors des dîners, des mains qui se frôlaient en passant un plat. Élise l'a vu en premier. Elle connaissait les signes. Elle savait lire les silences de sa maîtresse après une visite de Julien. Puis, la première lettre est arrivée. Cécile, tremblante, l'avait tendue à Élise. « Cache-la, s'il te plaît. Élise, personne ne doit la voir. » Ce fut le premier pas dans le piège. Élise, par loyauté, ou peut-être par un désir naïf de voir sa maîtresse connaître une parcelle de bonheur interdit, obéit. Elle devint leur boîte aux lettres, leur alibi. C'est elle qui mentait à la mère de Cécile, disant que sa maîtresse avait la migraine, alors qu'elle rencontrait Julien 5 minutes dans le jardin d'hiver. C'est elle qui attendait, le cœur battant, près de la porte de service, pour recevoir les réponses. Le secret devint son fardeau. Elle voyait Cécile s'épanouir sous l'attention de Julien, devenir plus vivante, plus imprudente. Elle voyait aussi le regard de Julien, un regard qui, lorsqu'il ne se savait pas observé, n'était pas passionné. Il était calculateur, il était froid, il évaluait. Puis vint l'anneau, une semaine avant le mariage. Julien était venu sous prétexte d'apporter des documents pour Bastien. Il avait réussi à s'isoler avec Cécile. Élise montait la garde dehors. Elle les entendit se disputer à voix basse. Cécile pleurait. « Comment peux-tu me demander de faire ça? J'épouse Bastien la semaine prochaine. » Et la voix de Julien, suave, persuasive. « Ce n'est qu'un homme, Cécile. C'est nous. L'avenir. Ceci est ma promesse. Prends-le, porte-le, pour moi, sous ta robe. Il sera notre secret, contre ta peau. » Quand Julien partit, Élise trouva Cécile en larmes, mais serrant dans sa main un petit anneau d'or simple, orné d'un minuscule saphir. « Il m'aime, Élise, » avait-elle murmuré, plus pour se convaincre elle-même que pour informer sa servante. « Il m'aime. » Élise n'avait rien dit. Elle avait juste pris l'anneau et aidé Cécile à trouver une fine chaîne en argent dans sa boîte à bijoux. Et maintenant, en ce jour de mars 1904, le photographe range son matériel. Les invités se dirigent vers la salle à manger pour le banquet. Élise se tient toujours dans l'ombre de la porte. Elle peut sentir le poids de cet autre anneau, caché sous le satin de la mariée, comme s'il s'agissait de sa propre trahison. Elle regarde Julien, qui lève sa coupe pour porter un toast à son meilleur ami, Bastien. Le sourire de Julien est éclatant. Et Élise comprend soudain, avec une clarté glaciale, ce n'était pas un acte de passion, c'était une prise de contrôle. Et elle, la servante invisible, en était la complice involontaire. La journée ne faisait que commencer. Le son qui remplissait le grand salon n'était pas celui de la joie. C'était un bruit. Un bruit dense et étouffant de verres qui trinquent, de conversations forcées et du frottement de la soie sur le parquet ciré. Le banquet était en plein essor. Des montagnes de crustacés reposaient sur des lits de glace sculptés. Le champagne coulait avec une abondance presque vulgaire, et l'air était lourd du parfum des gardénias et de la fumée fine des cigares que les hommes avaient déjà allumés. Pour les invités, c'était le triomphe de la belle époque, une démonstration de la richesse stable de la famille de Bastien et de la beauté fraîche de sa nouvelle épouse. Pour Élise, qui se tenait près du buffet, une carafe d'eau en argent à la main, c'était une scène de tension insoutenable. Son anxiété avait une présence physique, un nœud froid dans son estomac qui contrastait violemment avec la chaleur de la pièce. Chaque rire de Cécile lui semblait trop aigu. Chaque regard que Julien posait sur la mariée était comme une allumette grattée près d'un baril de poudre. Elle devait bouger. C'était son travail, invisible, efficace. Elle se déplaçait entre les tables, remplissant les verres, ses mains étonnamment stables alors que son monde intérieur s'effondrait. Elle observait Bastien, le marié. Il était l'image même de la décence. Il écoutait attentivement son nouveau beau-père raconter une anecdote ennuyeuse sur la politique municipale. Il souriait à sa femme. Un sourire authentique, plein d'une tendresse protectrice. À un moment donné, il leva son verre, non pas pour un toast officiel, mais juste pour elle, Cécile, à travers la table. C'était un geste simple, privé au milieu de la foule, et Élise vit Cécile répondre par un sourire éclatant, tout en portant inconsciemment sa main à son propre cou, là où la chaîne de Julien reposait sous la dentelle. Le mensonge était si profond, si total, qu'Élise eut la nausée. Bastien n'était pas un monstre, c'était un homme bon. Il était la victime désignée, l'obstacle que l'on avait simplement décidé de contourner plutôt que d'affronter. La pitié qu'Élise ressentait pour lui était une douleur aiguë, car elle était complice de la farce. Puis, elle observait Cécile. La mariée était électrique. L'alcool, l'adrénaline du secret, la peur d'être découverte et l'excitation de la transgression la rendaient presque fiévreuse. Elle parlait fort, ses joues étaient rouges. Elle était le centre de l'attention, et elle jouait son rôle à la perfection. Mais Élise,
qui la connaissait mieux que quiconque, voyait les fissures. Elle voyait la façon dont les yeux de Cécile cherchaient constamment Julien. Pas des regards d'amour langoureux, mais des regards rapides, presque paniqués, cherchant validation, cherchant des instructions. Cécile n'était pas une amante passionnée au contrôle de son destin. Elle était une enfant qui avait sauté dans une eau trop profonde et cherchait désespérément la rive. Et enfin, il y avait Julien. Élise l'observait avec une fascination horrifiée. Sa performance était magistrale. Il incarnait l'amitié loyale. Il posa sa main sur l'épaule de Bastien, riant d'une de ses plaisanteries. Il charma la mère de Cécile, lui baisant la main et lui promettant de veiller sur le nouveau couple comme un frère. Il était partout, un tourbillon d'assurance et de charme. Mais Élise avait vu la froideur dans ses yeux. Elle voyait maintenant ce que les autres ne pouvaient pas voir. Ce n'était pas du charme, c'était une conquête. Chaque invité qu'il flattait était un allié potentiel. Chaque verre qu'il levait à Bastien était un acte de camouflage. Il ne sécurisait pas un amour, il sécurisait un investissement. Cécile était sa porte d'entrée dans la fortune de Bastien. Le petit anneau de saphir n'était pas une promesse, c'était un crochet. Le tournant de la soirée arriva discrètement. Élise se trouvait dans le couloir de service, portant un lourd plateau d'assiettes sales vers la cuisine. La porte du grand salon s'ouvrit brusquement, et Julien apparut, son visage sombre, loin du masque joyeux qu'il portait à l'intérieur. Il la vit et s'arrêta. Il ne sembla pas surpris. « Élise, dit-il. » Sa voix basse et calme. Elle s'immobilisa, le poids du plateau la clouant au sol. « Vous avez été très occupée. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration. » Il s'approcha d'elle. Il sentait le champagne et le tabac cher. Il resta si près qu'elle pouvait voir le fil d'or dans le motif de sa cravate. « Madame, dit-il, utilisant le terme formel pour Cécile, est un peu émotive aujourd'hui, naturellement. » Il la regardait fixement et Élise comprit que c'était un test, un avertissement. « Elle compte sur vous, Élise, tout comme je compte sur vous. Nous comptons tous sur votre discrétion. » Le mot discrétion fut prononcé avec une emphase si délibérée qu'il en devint une menace. Il n'attendit pas de réponse. Il lui fit un léger signe de tête, presque moqueur, et se retourna pour rejoindre la fête, son personnage jovial reprenant place comme un manteau. Élise resta dans le couloir, tremblante. La menace était claire, il la voyait. Elle n'était plus une ombre invisible, elle était une complice identifiée, une pièce sur son échiquier. Son silence n'était plus passif, il était désormais exigé. Elle retourna dans le salon juste à temps pour voir Cécile se lever brusquement. La mariée était pâle. « Il fait si chaud », murmura-t-elle, portant une main à son front. Bastien fut instantanément à ses côtés. « Ma chérie, veux-tu t'allonger ?»« Non. » Juste un peu d'air, dit-elle. « Élise, aide-moi. » C'était l'occasion de s'échapper. Élise s'avança rapidement, prenant le bras de sa maîtresse. « Je vais accompagner madame dans sa chambre, monsieur, » dit-elle à Bastien. « Je viens avec vous, » dit Bastien, inquiet. « Non. » La voix de Cécile fut trop vive. Elle se radoucit aussitôt. « Non, chérie, c'est juste mon corset. Élise s'en occupe. Reste avec nos invités, s'il te plaît. » Bastien, déçu mais obéissant, la laissa partir. Élise guida Cécile hors du salon, non pas vers la chambre nuptiale, mais vers le petit boudoir attenant. C'était une petite pièce sombre, remplie de meubles lourds. Dès que la porte fut fermée, le masque de Cécile tomba. Elle ne s'effondra pas en larmes. Elle était furieuse. « Je ne peux pas respirer !» siffla-t-elle, se tournant vers Élise, les yeux brillants de panique. « C'est un mensonge, tout ça. Je le déteste. Je déteste son sourire bienveillant et ses mains épaisses. » Elle parlait de son mari. « Madame, calmez-vous. On pourrait vous entendre, » supplia Élise, tentant de défaire les lacets compliqués du dos de la robe. « Je m'en fiche. » Cécile se retourna brusquement, agrippant les avant-bras d'Élise avec une force surprenante. « Il m'a dit... Julien m'a dit que ce serait facile. Il m'a dit que Bastien serait facile à gérer. Madame, s'il vous plaît. » « Il m'a promis, » continua Cécile, sa voix se brisant. « Il m'a promis qu'il trouverait un moyen. Une fois marié, il a dit que l'argent de Bastien résoudrait tout, qu'il pourrait m'emmener. » Le secret était soudain bien plus sombre qu'une simple liaison. Ce n'était pas un amour tragique, c'était un plan pour utiliser la fortune de Bastien. Cécile plongea la main dans son décolleté et en sortit la chaîne. L'anneau de saphir brillait faiblement dans la pénombre. Il m'a donné ça. Il a dit que c'était son cœur. Mais maintenant je suis piégée. Avant qu'Élise ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Julien se tenait sur le seuil. Il n'avait pas frappé. Il regarda Cécile en larmes, puis Élise, qui tenait toujours les lacets de la robe. Son visage était impassible. « Assez de drame, Cécile, » dit-il froidement. « Tu gâches la fête. Je ne peux pas, Julien. » sanglota-t-elle. Il entra et ferma la porte derrière lui. Il s'approcha de Cécile et, ignorant Élise, lui prit le menton. « Tu peux, tu souris, tu bois du champagne, et tu seras une épouse parfaite pour cet imbécile. C'est le plan, tu t'y tiens. » Puis, il se tourna vers Élise. Son regard était glacial. « Resserrez-lui son corset, Élise, et ramenez-la à son mari. La fête est loin d'être terminée. » Il ouvrit la porte
et retourna dans le couloir, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Cécile resta silencieuse, les larmes séchant sur ses joues. La colère avait disparu, remplacée par une peur vide. Élise, les mains tremblantes, commença à tirer sur les lacets, resserrant l'armure de satin et d'os de baleine autour de sa maîtresse. Le secret n'était plus un secret d'amour, c'était une conspiration. Et Élise, la camarera invisible, était maintenant, dans ce boudoir sombre, la seule autre personne à connaître l'ampleur de la trahison qui venait d'être scellée, non pas par un baiser, mais par un ordre. Le silence qui suivit le départ de Julien dans le petit boudoir était plus assourdissant que les bruits de la fête qui filtraient sous la porte. Cécile se tenait immobile, une poupée de porcelaine dont les mécanismes internes s'étaient brisés. La colère et la panique avaient fait place à un vide terrifiant. Élise, ses propres mains glacées, se mit au travail. Ses doigts, habitués à la finesse de la dentelle, et à la brutalité du fil de fer des corsets, trouvèrent les lacets dans la pénombre. Elle commença à tirer. Chaque traction était une confirmation. Elle ne libérait pas sa maîtresse. Elle la reconditionnait pour la vente. Elle resserrait l'armure qui cachait le mensonge, qui cachait l'anneau de saphir, qui cachait la ruine à venir. Cécile ne grimaça pas, ne haleta pas. Elle se laissa faire, son regard fixé sur un point sombre du mur. « Respirez, madame », murmura Élise, plus par habitude que par sollicitude. Cécile répondit d'une voix mate, à peine audible, « Je ne peux plus ». Élise attacha le nœud final. Le seau était posé. Elle ouvrit la porte, et le vacarme du salon se déversa sur elle comme une vague. Instantanément, le masque de Cécile revint en place. Sa colonne vertébrale se redressa. Elle arrangea une mèche de cheveux. Quand elle sortit du boudoir, elle était à nouveau la mariée radieuse. Élise la suivit, une ombre à 2 pas derrière. Bastien les vit arriver, son visage s'illuminant d'un soulagement sincère. Il se précipita vers sa femme, ignorant complètement la servante. « Mon amour, tu t'es remise? J'étais si inquiet. » Il prit sa main. Cécile lui offrit un sourire qui, Élise le vit, n'atteignit pas ses yeux. Ce n'était rien, Bastien. Vraiment, la chaleur, le corset. Je vais parfaitement bien maintenant. Son regard glissa par-dessus l'épaule de son mari et trouva Julien. Il se tenait près de la cheminée, un verre de brandy à la main, discutant avec un oncle âgé. Il les observait. Il leva son verre vers Cécile, un toast silencieux et ironique, avant de reporter son attention sur sa conversation. Le message était clair, la performance devait continuer. Et quelle performance ce fut! Les heures suivantes furent un supplice pour Élise. Elle continuait ses allées et venues, changeant les assiettes, remplissant les verres, mais elle n'était plus une simple domestique. Elle était la gardienne d'un secret qui lui brûlait l'estomac. Elle observait les 3 acteurs principaux. Bastien, dans son ignorance bienheureuse, était l'incarnation de la tendresse. Il murmurait à l'oreille de Cécile, la faisait rire, un son qui semblait à Élise aussi faux qu'une pièce de théâtre, et portait des toasts à leur avenir. Il était l'homme bon, le pilier, le roc sur lequel Julien prévoyait de bâtir sa fortune. Puis il y avait Cécile. Elle buvait, trop vite. Son rire devenait plus aigu, ses gestes plus larges. Elle flirtait ouvertement avec son propre mari, s'accrochant à son bras, mais Élise voyait la panique sous-jacente. Elle voyait la façon dont Cécile évitait désormais le regard de Julien et aussi le regard d'Élise. En scellant son destin, Cécile avait aussi coupé le dernier lien de confiance. Élise était maintenant incluse dans le mensonge, et donc elle était devenue une menace à gérer, tout comme les autres. Elle n'était plus une confidente, elle était un témoin, et Julien. Il était parfait, il était le meilleur ami dévoué, l'homme d'honneur. Il dansa avec la mère de la mariée, il plaisanta avec les amis de Bastien, il gérait la salle avec l'aisance d'un maître de cérémonie, s'assurant que tout le monde était heureux, que Bastien était distrait, et que Cécile tenait son rôle. Il était le marionnettiste, et tous les autres dansaient au bout de ses filles. Élise se sentit prise au piège dans une toile d'araignée. Chaque fois qu'elle croisait le chemin de Julien, il lui offrait un sourire bref, presque complice, qui lui glaçait le sang. Il savait qu'elle savait, et il savait qu'elle n'avait aucun pouvoir. Finalement, l'heure du départ arriva. C'était la fin de l'après-midi, la lumière de Mars commençait à décliner, jetant de longues ombres dans le salon. Le couple devait se rendre à leur nouvelle demeure avant de partir pour leur lune de miel à Nice quelques jours plus tard. La tension monta d'un cran. C'était la transition, le moment où la farce devenait réalité. Tandis que les invités se rassemblaient dans le hall d'entrée, préparant le riz et les pétales de fleurs, Élise monta à l'étage pour chercher le dernier bagage de Cécile, son sac de nuit. La chambre de la mariée était un chaos de robes jetées, de boîtes à chapeaux vides et de papier de soie froissé. La robe de mariée elle-même était abandonnée sur une chaise, comme une peau de serpent dont on s'était débarrassé. Élise prit le sac de voyage en cuir et se retourna pour partir lorsque Cécile entra dans la pièce. Elle avait déjà enfilé son tailleur de voyage, une tenue sévère en laine grise. Elle était pâle, ses yeux cernés. Elles furent seules pendant un instant, la première fois depuis le boudoir. « Madame », commença Élise, une dernière impulsion de loyauté ou de pitié la poussant à parler. « Il n'est peut-être pas... » « Tais-toi, Élise. » La voix de Cécile était plate, morte. Ce n'était plus sa maîtresse capricieuse, c'était une étrangère. « Tu n'as rien vu ?
Tu n'as rien entendu. Aujourd'hui, tu étais simplement une servante qui faisait son travail. C'est compris? Oui, madame. Il n'y a pas d'anneau, continua Cécile, comme si elle récitait une leçon. Il n'y a pas de lettre. Il n'y a que mon mariage avec Bastien. Elle s'approcha d'Élise, son visage dur. Si tu parles, si jamais tu laisses échapper un seul mot, c'est moi que tu détruiras. Mais je te jure, Élise, je ne tomberai pas seule. Je t'entraînerai avec moi. La menace était absolue. Cécile avait choisi son camp. Elle avait choisi sa prison dorée, et Julien, plutôt que la vérité et la ruine potentielle. « Bastien m'appelle !» dit-elle en entendant son mari crier son nom depuis le bas de l'escalier. Elle prit le sac des mains d'Élise et, sans un regard en arrière, quitta la chambre. Élise descendit lentement. Elle arriva dans le hall juste à temps pour voir la scène finale. Bastien, rayonnant, aidant Cécile à monter dans la voiture. Julien se tenait à côté, comme un frère. Il serra la main de Bastien. « Prends soin d'elle, mon ami. » Puis, il se tourna vers Cécile. Il lui prit la main et la baisa, un geste formel pour le public. Mais alors qu'il se penchait, Élise le vit murmurer quelque chose à l'oreille de Cécile. Elle ne put entendre les mots, mais elle vit Cécile se raidir, presque imperceptiblement. La voiture s'ébranla sous une pluie de rires et d'acclamations. La journée de la photographie était terminée. Les invités commencèrent à se disperser. L'adrénaline quitta Élise, la laissant avec une fatigue de plomb. Elle commença à ranger le désordre, ramassant les verres abandonnés, les serviettes froissées. Le grand salon était presque vide, sentant l'alcool renversé et les fleurs fanées. Elle était seule. C'est du moins ce qu'elle croyait. Un excellent travail, Élise. Elle sursauta violemment. Julien sortit de l'ombre près de la bibliothèque. Il avait attendu. Il s'approcha d'elle. Elle recula d'un pas, mais se heurta à une table. « Tu as été très efficace aujourd'hui, » dit-il, sa voix douce et dangereuse. Cécile est émotive. Elle aura besoin de quelqu'un de stable près d'elle. Et je sais maintenant que tu es stable. Il plongea la main dans la poche de son gilet. Ceci est un petit gage de notre compréhension. Il ouvrit sa main. Sur sa paume reposait un louis d'or, une pièce de 20 francs en or. C'était une somme énorme, plus que son salaire mensuel. « Pour votre loyauté, » dit-il. Élise regarda la pièce. C'était le prix de son silence. C'était du sang. C'était une chaîne. Si elle la prenait, elle n'était plus une victime des circonstances. Elle devenait une conspiratrice payée. Je ne peux pas, monsieur. Son sourire s'effaça. Ne sois pas stupide, Élise. C'est le monde dans lequel nous vivons. Tout le monde sert un maître. Bastien me sert sans le savoir. Cécile me sert. Et maintenant, tu me sers aussi. Il attrapa sa main, qui pendait mollement à son côté, et força la pièce dans sa paume, refermant ses doigts dessus. La pièce était lourde et froide. « Tu vois » murmura-t-il, se penchant plus près. « Tu n'es pas si différente de nous. Tu as juste un prix différent. Bienvenue dans la famille, Élise. » Il lui tapota la main, presque gentiment, et se retourna. Elle l'entendit traverser le hall, sa canne frappant le marbre. Puis la porte d'entrée se ferma. Élise resta seule dans le salon dévasté, la pièce d'or serrée dans son poing. Elle la serra si fort que le bord commença à lui faire mal. Le photographe était parti depuis longtemps, mais l'image était désormais complète. Le secret n'était plus caché sous une robe. Il était là, froid et métallique, dans sa main. La pièce d'or était lourde dans sa main. Un poids mort, un sceau. Après que le dernier invité fut parti, et que les portes du grand salon furent enfin fermées, Élise monta les 6 étages jusqu'à sa chambre de bonne. La pièce était une cellule glaciale sous les toits, avec pour seule fenêtre une lucarne qui donnait sur un mur de briques. Elle ne valait même pas la peine d'allumer une bougie. Dans l'obscurité, elle s'agenouilla et souleva une lame de plancher qui grinçait. C'était là qu'elle gardait les quelques francs qu'elle économisait et une lettre jaunie de sa mère. Elle laissa tomber le louis d'or dans la cachette. Le son du métal heurtant le bois fut sec, définitif. Elle remit la lame en place, mais elle ne pouvait pas s'essuyer la main. Elle avait l'impression que le contact du métal avait laissé une empreinte indélébile, une tache froide qu'aucun savon ne pourrait enlever. Ce n'était pas un cadeau, c'était une transaction. Elle avait vendu son silence, et elle n'avait même pas eu le droit de refuser la vente. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle écoutait les bruits de la maison qui se calmait, un organisme géant qui s'endormait, ignorant le poison qui venait d'être injecté dans ses veines. 15 jours s'écoulèrent. La maison des parents de Cécile reprit son rythme engourdi. Puis, le couple revint de sa lune de miel à Nice. Ils ne s'installèrent pas chez les parents, mais dans un hôtel particulier que Bastien avait acheté dans le quartier de la Plaine Monceau. Une maison moderne, équipée du gaz et de l'électricité commençante. Et bien sûr, Cécile avait exigé qu'Élise la suive. Élise était sa femme de chambre personnelle. Elle ne pouvait pas y échapper. Dès le premier jour, l'atmosphère était irrespirable. La nouvelle maison était magnifique, lumineuse, remplie de meubles neufs et d'un personnel nombreux. Mais la relation entre les deux femmes était devenue un désert de glace. Fini les caprices familiers,
les confidences chuchotées. Cécile était devenue madame. Elle était distante, précise et d'une exigence glaciale. Elle ne regardait jamais Élise dans les yeux. Elle donnait ses ordres d'une voix neutre, comme si elle s'adressait à un meuble. Mes bottines, montez. La cheminée est mal allumée. C'était une torture calculée. En refusant de reconnaître leur passé commun, Cécile punissait Élise d'être le miroir de sa propre trahison. Élise, de son côté, obéissait en silence. Elle était devenue l'ombre parfaite que Julien avait exigée. Bastien, en revanche, était l'image même du bonheur. Il était profondément, simplement, amoureux. Il adorait sa nouvelle maison. Il était fier de sa belle épouse. Il traitait le personnel avec une gentillesse distraite mais sincère. Il croisait parfois Élise dans un couloir et lui souriait. « Prenez bien soin de madame, Élise. Elle est encore fatiguée du voyage. » Cette gentillesse était pire que la froideur de Cécile. Chaque mot aimable de Bastien était un tour de vis supplémentaire dans la poitrine d'Élise. Elle était complice du vol de cet homme. Elle volait son argent, sa dignité, son avenir. Une semaine après leur retour, Julien vint dîner. Ce fut le premier test. La soirée était une reproduction grotesque du jour du mariage. Élise, se déplaçant autour de la table, sentait ses mains trembler en servant le vin. Bastien était ravi de revoir son meilleur ami. « Julien, enfin, cette maison n'était pas complète sans toi. Tu dois tout voir. » Il parlait d'investissement, d'une nouvelle usine qu'il finançait dans le Nord, de ses projets. Julien écoutait, l'œil brillant, posant des questions intelligentes. Il était le partenaire d'affaires idéal, l'ami loyal. Cécile, magnifique dans une robe de velours émeraude, jouait son rôle. Elle était l'hôtesse parfaite, souriante, attentive. Mais Élise voyait la tension dans sa mâchoire. Elle voyait la façon dont elle ne buvait que de l'eau, comme si elle craignait de perdre le contrôle. Après le dîner, Bastien et 2 autres invités, des associés en affaires, se retirèrent au fumoir pour parler de contrat. « Ma chérie, tu ne te joins pas à nous ?» demanda Bastien. Cécile posa une main sur son front. « J'ai une migraine terrible qui s'installe, mon amour. Je pense que je vais monter me reposer. Julien, vous m'excuserez. »« Bien sûr, ma chère Cécile, » dit Julien, se levant avec une galanterie parfaite. « Nous ne voudrions pas aggraver votre mal. » Cécile quitta la pièce. Élise, qui débarrassait les tasses à café, se prépara. Elle savait ce qui allait suivre. 10 minutes plus tard, la sonnette de son tableau de service retentit. La chambre de madame. Elle monta. Cécile l'attendait, non pas dans sa chambre, mais dans le couloir. Elle était pâle, mais ses yeux brûlaient d'intensité. « Monsieur Julien va bientôt partir, » dit-elle à voix basse, sans préambule. « Il ne prendra pas sa voiture. Il dira qu'il préfère marcher. Quand il sera dans le hall, tu le conduiras au petit bureau du rez-de-chaussée. Tu t'assureras que personne ne vous voit. Et tu attendras dans le couloir de service jusqu'à ce que je descende. » Ce n'était pas une demande. C'était un ordre militaire. « Oui, madame. » Élise redescendit. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur que les autres domestiques l'entendent. Elle attendit dans l'ombre du grand escalier. Une demi-heure plus tard, les hommes sortirent du fumoir. « Je vais vous raccompagner, » dit Bastien à Julien. « Non, non, mon ami, » répondit Julien avec une jovialité facile. « L'air frais me fera du bien. Et je dois avouer que j'ai oublié mes gants dans le petit bureau tout à l'heure. Je vais les récupérer en sortant. Comme tu veux. »« Élise, » dit Bastien, la voyant dans le hall, « éclairez monsieur Julien jusqu'au bureau. » Le plan était parfait. Bastien remonta l'escalier et Élise se retrouva seule dans le hall avec Julien. Il la suivit jusqu'à la petite pièce. En passant la porte, il s'arrêta et lui sourit. Ce même sourire complice. Rance. « Vous voyez, Élise, tout s'arrange. Nous sommes une équipe efficace. » Elle se retira dans le couloir de service adjacent, comme on le lui avait ordonné. La porte du bureau resta entr'ouverte. Elle entendit le bruissement de la soie. Cécile avait dû descendre par l'escalier de service. Puis, les murmures. Pas des murmures d'amoureux. C'était une dispute. Urgente. Tendue. « Pas assez vite, Julien. Il compte tout. » La voix de Cécile. « Il te fait confiance. » répondit Julien. « Il faut le convaincre. L'affaire en Argentine, c'est là que tout doit aller. Dis-lui que ce sont les terres de ton oncle. Il voudra voir des papiers. Je m'en occupe. Mais il me faut un premier versement. Un gros versement. Pour sécuriser l'opportunité. Tu dois l'obtenir cette semaine. Il va trouver ça suspect, juste après la lune de miel. Tu es sa femme. Pleure si nécessaire. Dis-lui que ta famille est menacée. Fais ce que tu as à faire. Ou tout ceci, sa voix devint dure, n'aura servi à rien, et nous sombrerons tous les deux. Un silence. Puis un son de papier froissé. « Garde-le, c'est ta copie, » dit Julien. « Apprends-le, puis brûle-le. » Élise entendit la porte du bureau s'ouvrir sur le hall principal. Julien était parti. Quelques secondes plus tard, Cécile sortit par la porte de service, passant devant Élise sans un mot, son visage comme un masque de craie, et remonta l'escalier. Élise attendit une minute entière. Puis, elle entra dans le bureau. C'était son travail de vérifier que les lumières étaient éteintes
et le feu couvert. La pièce sentait le parfum de Cécile. Sur le sol, près du bureau, quelque chose avait glissé du tapis. Un petit morceau de papier, plié en 4. Pas la copie de Cécile. Un brouillon, quelque chose qu'ils avaient laissé tomber. Les mains tremblantes, Élise le ramassa. Elle le déplia. Ce n'était pas un plan. C'était des chiffres, des listes de ce qui semblait être des actifs, des actions, des propriétés. C'était un inventaire, l'inventaire de la fortune de Bastien. Et à côté de certaines lignes, il y avait des marques, comme des cibles. Elle comprit soudain. Ce n'était pas seulement un détournement de fonds, c'était une liquidation. Ils prévoyèrent de le vider, de tout prendre. Elle froissa le papier dans sa main et le cacha dans la poche de son tablier. Cette nuit-là, en remontant dans sa chambre, elle ne s'arrêta pas pour regarder la pièce d'or. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait maintenant la preuve tangible. Le secret n'était plus une question de cœur ou même de chantage. C'était devenu une conspiration pour la ruine totale d'un homme bon. Et elle, la servante invisible, la fille au louis d'or, était la seule à détenir la preuve. Le fardeau de ce secret venait de devenir infiniment plus lourd. Les semaines qui suivirent se transformèrent en un brouillard empoisonné. Élise vivait sur une corde raide, au-dessus d'un abîme de tromperie. Le petit morceau de papier, l'inventaire de la fortune de Bastien, était maintenant caché avec le louis d'or sous la lame de son plancher. C'était son propre fardeau, une double preuve de sa complicité et de la conspiration. Chaque jour était une torture. Elle observait la machination se mettre en place avec une précision chirurgicale. Elle entendait, depuis les couloirs, les conversations dans le salon. Elle entendait Cécile, sa voix désormais douce et persuasive, planter l'idée dans l'esprit de Bastien. L'Argentine, mon chéri. Julien dit que c'est l'avenir, une opportunité unique. Elle entendait Bastien, enthousiaste, confiant. Ton oncle a toujours eu le nez pour les affaires. Et si Julien s'en porte garant, nous devrions y investir massivement. Elle entendait Julien, humble, presque réticent. Bastien, c'est une affaire de famille pour Cécile. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Mais oui, c'est l'opportunité d'une vie. C'était une pièce de théâtre parfaitement orchestrée. Et Bastien était le seul spectateur qui ne savait pas qu'il s'agissait d'une fiction. Élise était devenue un fantôme. Elle maigrissait. Ses mains tremblaient en servant le potage. Cécile la regardait à peine. Mais quand elle le faisait, son regard était lourd de mépris et d'avertissement. Julien, lors de ses visites de plus en plus fréquentes, lui adressait parfois un clin d'œil en passant, un geste de camaraderie obscène qui lui donnait la nausée. Elle était piégée. Si elle parlait, Cécile la détruirait, l'accusant de vol, de folie. « Elle ne m'a jamais pardonné », dirait-elle à Bastien. « Elle est obsédée par Julien. Ce serait la parole d'une servante contre celle d'une épouse et d'un meilleur ami. Elle n'avait aucune chance. Mais si elle se taisait, elle condamnait cet homme bon, Bastien, qui lui souriait encore le matin, à une ruine totale. Elle était la seule à savoir, et son savoir était une malédiction. Le point de rupture arriva un mardi matin, au début de l'été. L'air était déjà lourd et orageux. Élise époussetait le couloir à l'extérieur du petit déjeuner lorsque Bastien sortit, son visage rayonnant. « C'est un grand jour, Élise, » dit-il joyeusement. Elle ne put que hocher la tête. Il se dirigea vers son bureau, suivi de Cécile et de Julien, qui était arrivé inhabituellement tôt. La porte du bureau se ferma. Élise, son chiffon à la main, se figea. Elle entendit des éclats de voix, le bruit d'une bouteille de champagne qu'on débouche. « À l'Argentine !» s'exclama Bastien. « À notre avenir !» répondit Julien. Élise se sentit défaillir. C'était en train de se produire. Maintenant, la porte s'ouvrit brusquement. Bastien sortit, un porte-document en cuir à la main. « Je vais à la banque », dit-il à Cécile, qui se tenait sur le seuil. « Je vais faire le transfert moi-même. Ce sera fait avant le déjeuner. » Il lui donna un baiser. Cécile lui sourit. « Je suis si fière de toi, mon amour. » Julien resta en retrait, un sourire satisfait aux lèvres. Bastien commença à traverser le hall en direction de la porte d'entrée. Ce fut l'instant où le temps sembla s'arrêter. Élise regarda Bastien s'éloigner. Elle vit son dos droit, son pas confiant. Elle vit l'homme qui allait être vidé, détruit, par les deux personnes qu'il aimait le plus. Elle pensa à la pièce d'or sous son plancher. Elle pensa au morceau de papier froissé. Elle pensa à la menace de Cécile. Et elle prit sa décision. Ce ne fut pas une décision courageuse. Ce fut une décision désespérée, un spasme de conscience. « Monsieur !» Sa propre voix lui parut étrangère, aiguë et faible. Bastien s'arrêta, la main sur la poignée de la porte d'entrée. Il se retourna, surpris. « Oui, Élise, qu'y a-t-il » Cécile et Julien s'étaient figés sur le seuil du bureau. Leur sourire s'était évanoui. Élise fit quelques pas en avant, dans la lumière du hall. Elle tremblait de tous ses membres. Elle n'avait pas de plan, seulement la vérité. « Monsieur, je vous en supplie, n'y allez pas. » Le visage de Bastien passa de la surprise à l'incompréhension, puis à une légère irritation. « Je vous demande pardon, je suis très pressée. »« C'est un mensonge, monsieur, » dit-elle, les larmes montant à ses yeux, brouillant sa vision. L'Argentine, c'est un piège. Le silence dans le hall était absolu. On n'entendait que le tic-tac de la grande horloge. « Élise, vous n'êtes pas bien, » dit Bastien, fronçant les sourcils. « Retournez à vos quartiers. » « Non !» cria-t-elle, faisant un pas de plus. « Monsieur Julien, madame, il vous vole !»
Comment osez-vous » La voix de Cécile claqua comme un fouet. Elle traversa le hall en 1 seconde. « Bastien, cette fille est folle. Elle raconte des horreurs. Elle a volé, » dit soudain Julien, sa voix calme et mortelle. Il s'était approché, se tenant à côté de Cécile. Il était le procureur. « Quoi ?» dit Bastien, complètement perdu. « Je l'ai vue, Bastien, » dit Julien d'un ton grave. « Elle fouillait dans votre bureau la semaine dernière. Je n'ai rien dit, je ne voulais pas vous alarmer. Mais c'est de là que viennent ces fantasmes. Elle a dû voir des papiers qu'elle n'a pas compris. »« Non !» dit Élise, réalisant le piège qui se refermait. « J'ai la preuve, j'ai une liste, la liste de tout ce qu'ils veulent prendre. » Elle se tourna vers Bastien, les mains jointes en une supplication désespérée. « Monsieur, je n'ai jamais rien volé, mais je vous ai entendu, je vous ai vu, le jour du mariage. L'anneau, l'anneau » répéta Cécile, son visage blanc de rage. « Elle délire. Bastien, chéri, elle essaie de nous séparer. Elle est amoureuse de Julien. Je l'ai vue le regarder. » C'était un coup de génie. L'accusation parfaite. Elle transformait la préoccupation d'Élise en un mobile sordide. Bastien regarda Élise, puis Cécile, puis Julien. Son monde basculait. Il voulait croire sa femme. Il voulait croire son ami. Mais il y avait quelque chose dans la terreur pure des yeux d'Élise qui le faisait douter. « Élise, » dit-il, sa voix basse et tendue. « De quelle liste parlez-vous » C'était sa chance. Mais que pouvait-elle dire ? « Elle est dans ma chambre, sous le plancher. » Il dirait qu'elle l'avait écrite elle-même. « Je l'ai trouvée » balbutia-t-elle. « Elle ment » cria Cécile, s'accrochant au bras de Bastien. « Je ne me sentirai plus jamais en sécurité dans cette maison avec elle. Bastien, je t'en supplie, fais-la partir. Appelle la police. » Le mot « police » fit son effet. Une servante accusée de vol par ses maîtres, c'était la prison. Sans procès, ou presque. Bastien regarda Élise. Son visage était un masque de douleur et de confusion. Il avait une décision à prendre. La parole d'une servante, ou la parole de sa femme. Le choix était impossible. Et donc, il fit le seul choix que la société lui permettait de faire. Il se détourna d'Élise. « Monsieur » souffla-t-elle, son dernier espoir s'éteignant. « Vous avez 1 heure pour faire vos affaires et quitter cette maison » dit Bastien, sa voix brisée. Il ne la regardait pas. « Bastien, non ! C'est trop généreux !» protesta Cécile. « Tais-toi, Cécile » dit-il d'une voix si dure qu'elle en sursauta. Il se tourna vers Julien. « Reportons la banque à cet après-midi. J'ai mal à la tête. » Il se dirigea vers son bureau, le dos voûté, le porte-document pendant mollement à sa main. Il n'allait pas à la banque, pas encore. Mais Élise avait échoué. Elle resta seule dans le hall. Cécile et Julien la dévisageaient. Le triomphe de Julien était terrible à voir. Cécile, elle, tremblait de rage et de soulagement. « Vous avez entendu » dit Cécile d'une voix sifflante. « Partez, et si vous approchez de nouveau cette famille, je m'assurerai que vous finissiez vos jours à Saint-Lazare. » Élise ne dit rien. Elle se retourna et commença à monter lentement l'escalier de service pour la dernière fois. Elle avait tout perdu. Son travail, son logement, sa réputation. Elle avait échoué à sauver l'homme bon. En montant vers sa chambre pour récupérer son unique trésor, la pièce d'or et le papier compromettant, elle entendit la porte du bureau de Bastien se fermer. Le son était étouffé, final, comme un couvercle de cercueil qu'on referme. Elle monta les 6 étages jusqu'à sa chambre. Le soleil de l'après-midi, qui filtrait par la lucarne, éclairait la poussière dans l'air. Elle ne pleura pas. La peur avait fait place à une sorte de clarté froide et tranchante. Elle n'avait rien à emballer, juste un châle et une petite boîte en fer blanc, contenant les lettres de sa mère. Elle s'agenouilla une dernière fois, souleva la lame de plancher. Elle regarda les 2 objets qui s'y trouvaient, le louis d'or et le morceau de papier froissé. C'était l'anatomie de sa chute, le prix de son silence et la preuve de leur crime. Elle les prit. Elle n'avait pas échoué. Pas encore. Bastien avait hésité. Son doute était la seule arme qu'elle avait jamais eue. Elle redescendit, pas par l'escalier de service. Elle descendit le grand escalier de marbre, lentement, ses bottines usées faisant un bruit sec sur les marches. Elle n'était plus une servante qui se cachait. Elle était un témoin qui partait. Elle atteignit le hall. La porte du bureau était toujours fermée. Elle entendit des voix à l'intérieur. La voix aiguë et hystérique de Cécile, la voix basse et apaisante de Julien, et le silence. Le terrible silence de Bastien. Elle s'approcha de la porte. Ses mains, qui avaient tremblé en servant le champagne, était maintenant parfaitement stable. Elle ne frappa pas. Elle ne dit rien. Elle s'agenouilla et glissa les 2 preuves sous la porte. D'abord, le papier froissé, la liste des actifs, puis la lourde pièce d'or qui glissa sur le parquet avec un léger sifflement métallique avant de s'arrêter. Ce fut son dernier acte, sa déposition silencieuse. Elle se releva, traversa le hall et ouvrit la lourde porte d'entrée. La lumière crue de Paris l'aveugla un instant, puis elle s'avança et disparut dans la rue. Nous ne saurons jamais les mots exacts qui furent prononcés dans ce bureau
après qu'elle fut partie. Nous ne pouvons qu'imaginer. Imaginer Bastien, brisé, levant les yeux et voyant ces deux objets sur le sol. La liste, qu'il reconnut comme son propre inventaire, et la pièce d'or, une pièce si spécifique, un louis d'or, le genre de paiement qu'on ne donne pas à la légère, un paiement pour un service, un paiement pour le silence. Nous pouvons imaginer le moment où le mensonge s'effondra. Les accusations d'Élise, l'anneau, le vol, le plan, se reconfigurant soudain en une vérité dévastatrice. Le voyage à la banque qui ne fut jamais fait. Ce que nous savons, c'est ce que l'histoire a enregistré. Il n'y eut pas de scandale public, pas de police, pas de procès. La haute bourgeoisie parisienne ne lavait pas son linge sale en public. Mais la ruine fut tout aussi totale, et bien plus froide. 2 mois plus tard, la société d'investissement argentin de Julien fit l'objet d'une enquête discrète pour fraude, lancée par des créanciers anonymes. Julien, son nom et son charme désormais sans valeur, s'enfuit à Bruxelles, où il mourut dans l'obscurité. Quant à Cécile, sa santé fragile, comme le rapportèrent les journaux mondains, exigea un repos permanent à la campagne. Bastien la bannit dans une de leurs propriétés en Sologne, où elle vécut le reste de ses jours dans une cage dorée, mais seule. Il ne divorça jamais. Il la laissa simplement devenir un fantôme. Bastien lui-même sauva la majeure partie de sa fortune, mais il perdit tout le reste. Il devint un reclus dans sa magnifique maison de la Plaine Monceau, un homme bon brisé par la trahison. Et Élise, l'héroïne invisible, elle disparut. Elle ne fut jamais créditée d'avoir sauvé la fortune de Bastien. Elle ne reçut jamais de remerciements. Elle devint ce qu'elle avait toujours été, une statistique, un nom oublié dans un registre de personnel. Mais en franchissant cette porte, elle avait accompli sa transformation. En parlant, elle avait cessé d'être une victime. En agissant, elle avait refusé de laisser le silence la définir. Elle avait perdu son travail, mais elle avait sauvé son intégrité. Elle avait peut-être perdu sa sécurité, mais elle avait gagné son âme. Aujourd'hui, quand nous regardons cette photographie de mars 1904, nous ne voyons plus la même chose. Le sourire de Cécile n'est plus radieux. Il est désespéré. Le regard de Julien n'est plus charmant. Il est prédateur. Et le visage flou dans l'embrasure de la porte n'est plus une servante insignifiante. C'est le centre moral de l'image. C'est le témoin silencieux qui voit la vérité. Elle est la preuve vivante que l'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs au premier plan, mais aussi par la résilience silencieuse de ceux qui se tiennent dans l'ombre. L'histoire d'Élise nous enseigne une leçon puissante. Elle nous rappelle que l'intégrité n'est pas une question de pouvoir, de statut ou de richesse. C'est un choix. C'est le choix de refuser d'être complice, même lorsque le silence est payé en or et que la vérité coûte tout ce que l'on possède. Son héritage est un murmure qui traverse le temps, nous rappelant que le courage le plus profond se trouve souvent dans les cœurs les plus invisibles. Maintenant, j'aimerais vous poser 3 questions pour réfléchir à cette histoire. Premièrement, combien de fois dans nos propres vies choisissons-nous un silence confortable plutôt qu'une vérité difficile ? Deuxièmement, si vous étiez à la place d'Élise, auriez-vous pris la pièce d'or et gardé le silence ? Ou auriez-vous tout risqué pour la vérité ? Et enfin, pensez aux personnes invisibles dans votre vie. Quels secrets et quelles leçons de courage pourraient-elles détenir ? Si vous avez été touché par le courage silencieux d'Élise et que vous avez regardé jusqu'ici, commentez ci-dessous avec le mot-clé secret, le témoin. C'est notre façon de savoir que vous avez compris le véritable message de cette histoire. Et si vous croyez que ces histoires méritent d'être racontées, aidez-nous à continuer notre mission. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la. Chaque clic aide à sauver une nouvelle mémoire de l'oubli. Et assurez-vous de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran pour un autre voyage dans un passé oublié.